Salam alaikum. Dans cette seconde vidéo relative au chapitre du courant alternatif sinusoïdal, nous allons traiter les éléments passifs en régime variable. Les éléments passifs, vous les avez déjà vus en courant continu. En particulier, ce sont les résistances, les bobines et les condensateurs. Donc en courant continu, je vais rappeler le comportement de ces trois éléments. Donc en courant continu, si vous avez une résistance R dont les bords sont A et B, si on applique une différence de potentiel U qui est égale à VA moins VB, eh bien, cette résistance sera parcourue par un courant I qui va circuler de la borne qui a le potentiel le plus élevé vers la borne qui a le potentiel le moins élevé. Et vous avez la tension qui est liée au courant par la loi d'Ohm, c'est-à-dire U est égal à RI. Le courant est proportionnel à la différence de potentiel et le facteur de proportionnalité, c'est la résistance. Si vous prenez une bobine en courant continu, si la bobine est idéale, ça veut dire que sa résistance R est pratiquement égale à 0. Et par conséquent, en courant continu, une bobine se comporte comme un court-circuit, c'est-à-dire que VA moins VB il sera égal à 0. Donc, l'effet d'une bobine en courant continu, c'est le même que l'effet d'un fil conducteur de résistance pratiquement négligeable, et donc la différence de potentiel à ces bornes sera nulle. Elle est équivalente à un court-circuit. Pour un condensateur qui est constitué par deux armatures A et B, deux armatures conductrices, et qui est séparé par un isolant, qui peut être le vide ou bien un autre isolant, et qui est caractérisé par sa capacité C. Eh bien, dans ce cas, si on applique une différence de potentiel U qui est égale à VA moins VB, eh bien, dans ce cas, le condensateur va se charger. Si VA est supérieur à VB, ça veut dire que sur l'armature A, on va avoir une accumulation de charges positives et sur l'armature B, une accumulation de charges négatives. Et bien sûr, entre A et B, il n'y aura aucun courant qui va circuler parce qu'entre les armatures, il y a un isolant. Donc le courant sera nul en régime continu. Donc le condensateur est équivalent dans ce cas à un circuit ouvert. C'est comme si la résistance est infinie et aucun courant ne va passer de A vers B à travers le condensateur. La relation qu'il y a entre la différence de potentiel et la charge du condensateur, c'est Q est égal, la charge Q qui est là, Q est égal à C multiplié par U. Bon, ça, ce sont des rappels concernant le comportement des éléments passifs en courant continu. Une résistance obéit à la loi d'Ohm, donc la différence de potentiel à ces bornes est proportionnelle au courant.
vous avez la relation U est égale à RI. Une bobine est équivalente à une résistance nulle, c'est-à-dire un court-circuit. Donc la différence de potentiel à ces bornes est égale à 0. Et lorsque vous avez un condensateur sous tension continue va se charger, il va porter la charge Q égale à C multiplié par U et aucun courant ne va traverser le condensateur. Et dans ce cas, le condensateur est équivalent à un circuit ouvert. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ces trois éléments lorsqu'on sera en régime alternatif sinusoïdal? Donc en courant alternatif sinusoïdal, quel sera le comportement de ces trois éléments? Eh bien, pour la résistance, à chaque instant t, je vais considérer une résistance simple. Donc à chaque instant, je vais avoir la loi d'Ohm qui est vérifiée. Et je vais voir quelle sera la relation entre le courant et la tension. Eh bien, ce sera la même que celle établie en courant continu. En courant alternatif sinusoïdal, cas d'une résistance pure, résistance pure. Dans ce cas, à chaque instant, t, au bord de la résistance, j'ai la tension U de T, le courant I de T qui seront reliés par la loi d'Ohm. Donc on aura à chaque instant U de T égale à R I de T. Donc si U de T est une tension sinusoïdale qui prend la forme UM cosinus oméga T plus phi indice U, c'est l'argument ou bien la phase à l'origine pour la tension, et bien dans ce cas, je vais avoir I de T qui va prendre la forme I de T égale U de T sur R, et il sera égal donc à UM sur R, et le reste cosinus oméga T plus phi U. Normalement, ce courant prend la forme générale IM cosinus oméga T plus phi I. C'est la phase à l'origine pour le courant I. Par identification, on voit bien que j'ai la relation IM ou bien UM est égal à R IM et la phase phi U est égale à phi I. J'ai donc, à partir de ce que je viens de montrer, j'ai donc la loi d'Ohm qui est vérifiée pour les valeurs instantanées, U de t égale à RI de t. Elle est aussi vérifiée pour les valeurs maximales, UM est égal à RIM, et aussi pour les valeurs efficaces, parce que la valeur efficace, c'est UM sur racine de 2
égale à R IM sur racine de 2. Je divise les deux membres de la première équation par racine de 2, ce qui veut dire que la valeur efficace U est égale à RI et le déphasage entre le courant et la tension, phi U moins phi I est égal à 0. Donc le courant et la tension sont en phase. Le courant et la tension sont en phase. Leur différence de phase est égale à 0. En notation complexe, je peux étudier ce circuit en notation complexe. En notation complexe, la tension U de T sera représentée par une tension U bar de T qui est égale à UM exponentielle J oméga T plus phi U, ou bien, si je ne vais pas faire de dérivation ou d'intégration, si j'aurais besoin de faire uniquement des opérations arithmétiques, je peux garder le complexe U bar qui est égal à UM exponentielle J phi U. Alors, de la même manière, le I de T, si je pars de cette expression, je sais que la loi d'Ohm est vérifiée. Je vais donc avoir U bar égale à R I bar, qui sera donc égal non, ça veut dire donc que I bar est égal à U bar sur R. Donc, à partir de là, je peux tirer le module IM et l'argument phi I, sachant que I bar, c'est le rapport de deux complexes. Nous avons vu que si on a un complexe qui est le rapport de deux complexes, alors le module, c'est le rapport des modules. Donc, IM qui est égal à UM sur R, et aussi, pour l'argument, ce sera la différence des arguments, c'est-à-dire que phi I, il sera égal à phi U. Normalement, moi, l'argument de R et l'argument de R est égal à 0 parce que c'est un réel pur, et par conséquent, j'ai cette relation. Donc, je retrouve bien ce que j'ai trouvé en utilisant la notation trigonométrique. Donc, en résumé, pour une résistance pure, son comportement ne change pas entre le régime statique et le régime variable. On a toujours la loi d'Ohm qui est vérifiée. Il est vérifié pour les valeurs instantanées, pour les valeurs maximales, pour les valeurs efficaces et aussi pour les notations complexes. Donc, en notation complexe, nous avons aussi U bar qui est égal à R I bar. Donc, pas de changement de comportement pour la résistance entre le courant continu et le courant alternatif sinusoïdal. Passons maintenant au cas du condensateur pour voir est-ce que ça va changer ou non. En cas d'un condensateur pur,
Lorsqu'on parle d'un condensateur pur ou bien un condensateur idéal, c'est un condensateur qui est supposé contenir entre ses armatures un isolant dont la résistance est infinie. Donc, un condensateur idéal il est caractérisé uniquement par sa capacité et entre les armatures, vous avez un isolant qui est parfait. Donc sa résistance est pratiquement infinie. Eh bien, lorsque j'ai étudié ce condensateur en régime continu, j'ai vu que le condensateur en régime continu était équivalent à un circuit ouvert et que le condensateur se charge et puis il n'y a aucun courant qui va traverser le condensateur et aller de A vers B. Qu'est-ce qui va se passer en régime sinusoïdal? Alors en régime sinusoïdal, je vais appliquer une tension sinusoïdale U de T qui est égale à UM cosinus oméga T plus phi U et voir qu'est-ce qui va se passer au niveau du condensateur. Si je représente la fonction U de T en fonction du temps, je peux constater que je vais avoir un signal sinusoïdal qui est comme ça, par exemple. Là, j'ai la tension UM et ça va se répéter de manière périodique. Donc, je vais avoir une moitié de la période dans laquelle la tension est positive. Ça veut dire que VA sera supérieur à VB. Et dans l'autre moitié de la période, je vais avoir une tension qui est négative. Ça veut dire que VA est inférieur à VB. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pendant l'alternance, pendant la première moitié, pendant l'alternance positive, eh bien, dans ce cas, le condensateur va se charger. Et puisque VA est supérieur à VB, eh bien, dans ce cas, l'armature A va prendre la charge positive et l'armature B va prendre la charge négative. Ça va se poursuivre jusqu'au moment où je vais passer à l'autre moitié de la période, à l'autre alternance, à l'alternance négative. Dans ce cas, je vais avoir un changement de tension, ce qui veut dire que je vais avoir les charges positives qui vont s'accumuler cette fois-ci sur l'armature B et les charges négatives sur l'armature A. Et ça va se poursuivre de manière alternative. Donc la charge de A sera positive, ensuite négative, positive, ensuite négative, et inversement pour la charge de B. Ça veut dire que pendant ces alternances, les charges positives vont passer de A vers B, non pas à travers le condensateur, mais à travers le circuit externe, et puis revenir de B vers A. Aller de A vers B et revenir de B vers A avec la même périodicité. Donc, effectivement, bien que le courant ne traverse pas le condensateur, le circuit externe, lui, il est parcouru par un courant I. Comment je vais déterminer ce courant I? Eh bien, sachant que la charge Q que j'ai ici, ce sera une charge qui va dépendre du temps, et que j'ai toujours la relation Q de T égale à C multiplié par
U de T le courant qui va circuler sera I de T égale à dQ sur dt égale à C du sur dt. J'ai donc le courant I qui est lié à la tension par cette relation I de T égale à C du sur dt. Et donc, si je calcule cette expression, ça sera C multiplié par la dérivée de la fonction U. La fonction U, c'est une fonction cosinus, donc sa dérivée, c'est moins sinus, donc je vais avoir moins C oméga, c'est le coefficient de la variable T, donc moins C oméga, et puis UM sinus de oméga T plus phi U. Ça, c'est le résultat de la dérivation de la fonction U de T, qui est une fonction sinusoïdale, et qui donne I est égal à moins C oméga UM sinus oméga T plus phi U. Je peux écrire cette expression de la façon suivante, en transformant le moins sinus oméga T plus phi U par, donc ça sera C oméga UM, et je vais transformer le sinus en cosinus, le moins sinus en cosinus, c'est ça, cosinus oméga T plus phi U, et il faut ajouter pi sur 2, plus pi sur 2, parce que vous savez que cosinus de alpha plus pi sur 2 est égal à moins sinus de alpha. Bien, normalement, le I de t, il doit prendre la forme Im cosinus oméga t plus phi I. Et par identification, ça veut dire que Im c'est égal à C oméga UM donc UM est égal à IM sur C oméga. Et si je divise les deux membres de cette équation par racine de 2, je vais avoir UM sur racine de 2, c'est-à-dire U efficace, égale à IM sur racine de 2, c'est I efficace sur C oméga. Et puis pour la phase phi I, je vais avoir phi I égale à phi U plus pi sur 2. Donc je vais avoir le déphasage de la tension par rapport au courant, delta phi, phi U moins phi I, qui sera égal à moins pi sur 2. Donc la tension est en retard de pi sur 2 par rapport au courant, ou bien le courant est en avance de pi sur 2 par rapport à la tension. Donc on voit que le comportement du condensateur en régime alternatif sinusoïdal est différent de celui de son comportement en courant continu, parce qu'en courant continu, c'est un circuit ouvert, il n'y a pas de courant qui circule dans le circuit, alors qu'en courant alternatif sinusoïdal, bien qu'il y ait un condensateur, il y a un courant qui circule dans le circuit qui contient le condensateur, et que la différence de potentiel entre
entre les armatures du condensateur est donné par U de T égale à UM cosinus oméga T plus phi U. Le courant par I de T qui est égal à IM cosinus oméga T plus phi I, tel que IM est lié à UM par la relation IM égale à C oméga UM, et le déphasage phi U moins phi I est égal à moins pi sur 2. Qu'est-ce qui va se passer en notation complexe? Alors, en notation complexe, j'ai toujours U de T qui sera exprimé par U bar de T, qui est égal à UM exponentielle J oméga T plus phi U. Et je vais garder le oméga T cette fois-ci parce que j'aurai besoin de faire une dérivation par rapport au temps. Donc, je garde l'exponentielle J oméga T. Le I de T, lui, il sera représenté par I bar de T qui est égal à IM exponentielle J oméga T plus phi I. La relation que j'ai entre le courant et la tension, c'est la relation I de T égale à C du sur dt. Donc, en notation complexe, je vais avoir U bar, plutôt I bar de T, qui est égal à C d de U bar de T sur dt. Donc, si je dérive le U bar, le nombre complexe U bar de T, je vais avoir donc C multiplié par du bar sur dt. La dérivée, c'est J oméga et puis UM exponentielle J oméga T plus phi U. Ça, c'est la dérivée de la fonction U bar de T. Ce qui veut dire que je peux écrire que ceci est égal à J C oméga et UM exponentielle J oméga T plus phi I, c'est rien d'autre que U bar de T. Et par conséquent, j'ai U bar de T qui est égal à 1 sur JC oméga, qui est un nombre complexe constant, 1 sur JC oméga, multiplié par I bar de T. Et ça me permet aussi de dire que grand U bar, l'expression sans l'exponentielle J oméga T, est égale à 1 sur JC oméga grand I bar, l'expression de I bar de T sans le J oméga T, qui est égal à un nombre complexe Z bar indice C, I bar. Je vois que la relation U bar qui est égale à Z bar C multiplié par I bar est analogue à la loi d'Ohm. En notation complexe, j'ai la tension complexe qui est proportionnelle au courant. Le facteur de proportionnalité, c'est Z bar C, qu'on appelle l'impédance complexe du condensateur. Z bar C qui est égal à 1 sur JC oméga, ou bien, si je multiplie le numérateur et le dénominateur par J, ça va donner moins J sur C
oméga. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impédance. Et l'impédance complexe du condensateur de capacité C. Du condensateur de capacité C. On voit bien que cette impédance, elle dépend de deux choses. Elle dépend de la capacité du condensateur, mais elle dépend aussi de la pulsation oméga. C'est-à-dire le même condensateur qui a la même capacité C va avoir une impédance qui va changer en fonction de la pulsation oméga. Si la pulsation du signal varie, l'impédance varie pour le même condensateur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, en notation complexe, j'ai U bar qui est égal à Z bar C multiplié par I bar, qui est une relation analogue à la loi d'Ohm. Ça, c'est très important parce qu'il va avoir des conséquences sur ce qui va suivre. Une remarque, ce qu'on vient de voir, c'était vrai pour le cas d'un condensateur idéal, c'est-à-dire pour lequel la résistance de l'isolant entre les armatures est supposée infinie. Un condensateur réel, c'est l'équivalent. Un condensateur réel va avoir donc un isolant qui a une résistance qui est très grande mais qui n'est pas infinie. Ce condensateur réel, en fait, il sera équivalent à un condensateur idéal de capacité C, condensateur idéal, dont la résistance entre les armatures est égale à 0, en parallèle avec une résistance R. Ça se voit clairement parce que la différence de potentiel aux bornes du condensateur, c'est VA moins VB, du condensateur idéal, et le diélectrique, l'isolant entre les armatures, il a aussi entre ses bornes la même différence de potentiel. Ça veut dire que cette résistance sera en parallèle avec le condensateur parfait, par le condensateur idéal. Nous avons terminé avec le comportement du condensateur en régime alternatif sinusoïdal. Nous allons passer maintenant pour étudier le comportement de la bobine en régime alternatif sinusoïdal. Cas d'une bobine idéale. Cas d'une bobine idéale. Une bobine idéale, ça veut dire dont la résistance est à peu près égale à 0. Une bobine prise entre les points A et B, qui est idéale et dont la résistance est pratiquement égale à 0, lorsqu'il sera traversé par un courant I, alors en régime continu, le courant I est une constante dans le temps. Ça ne va pas changer avec le temps. Donc, lorsque le courant va circuler dans le fil, dans l'enroulement constituant la bobine, il va créer un champ d'induction magnétique B, comme nous l'avons vu en magnétostatique. Un courant
plutôt un circuit filiforme, il va créer un champ d'induction magnétique B à son voisinage, et on peut déterminer ce champ par l'application de la loi de Biot-Savart. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que puisque ce champ est constant, puisque le courant est constant, ne change pas avec le temps, ça veut dire que B, le champ créé par ce courant, sera aussi indépendant du temps. Et par conséquent, le flux de ce champ à travers la bobine, avec les spires constituant la bobine, sera un flux qui est indépendant du temps. Donc, d'après la loi de Faraday, il n'y aura pas de courant induit ni de tension induite. Je rappelle que d'après la loi de Faraday, elle me dit que la force électromotrice induite, que j'appelle petit e, la force électromotrice induite dans un circuit quelconque, est égale à moins la variation du flux à travers ce circuit avec le temps. E est égal à moins dφ sur dt. Phi, c'est le flux de B à travers la surface limitée par ce circuit. Là, vous avez plusieurs surfaces parce que chaque enroulement, chaque spire va limiter une surface particulière. Donc, lorsque phi ne dépend pas du temps, E est égal à 0. Si phi ne dépend pas de t, c'est le cas du régime stationnaire, du régime statique, lorsque I est indépendant du temps, la force électromotrice induite est égale à 0. C'est ce qui se passe en régime statique, en régime continu. Il n'y a pas de force électromotrice, donc VA moins VB est égal à 0. Maintenant, si I dépend du temps, c'est le courant qui traverse la bobine, dépend du temps. Alors dans ce cas, le champ d'induction magnétique B, créé par ce courant, va varier avec le temps. Et par conséquent, le flux à travers la bobine dépend aussi du temps. Et s'il dépend du temps, ça veut dire qu'il va y avoir une apparition d'une force électromotrice induite. Et donc, E sera différente de 0. La bobine, dans ce cas, puisque je vais avoir une force électromotrice induite, eh bien, il sera équivalente à un générateur dont la force électromotrice est E et qui est entre A et B, et la force électromotrice, elle est orientée dans le même sens que I, de façon à ce que le I sort par la borne positive. Bien, donc on voit bien que en régime variable, la bobine ne sera plus considérée comme un court-circuit, mais il va y avoir une différence de potentiel entre A et B. Et cette différence de potentiel entre A et B, U de T, qui est égal à VA
moins VB, vous voyez que VA moins VB, puisque j'entre par la borne négative et je sors par la borne positive, VA moins VB, il sera égal à moins E. VA moins VB est égal à moins E. Et d'après la loi de Faraday, il sera égal à dφ sur dt. Nous avons aussi vu que le phi est proportionnel, le flux de B est proportionnel au courant. Phi est égal à L I avec L, c'est le coefficient d'induction, ou bien tout simplement l'inductance. C'est l'inductance de la bobine, ce qui veut dire que je vais avoir la relation U de T qui est égale à L, qui est une constante, dI de T sur dt. Et par conséquent, ceci va me permettre d'écrire que U de T qui est égal à UM cosinus oméga T plus phi U, il est égal à L multiplié par D sur dt de I de T, et I de T c'est IM cosinus oméga T plus phi I égale, alors, la dérivée de IM, c'est égal de I de T, pardon, c'est égal à L oméga IM. La fonction cosinus, lorsqu'on la dérive, il va donner moins sinus. Donc moins sinus de oméga T plus phi. Et là, je peux aussi le transformer, comme j'ai fait pour le condensateur. Je vais transformer le moins sinus en plus cosinus. L oméga IM cosinus de oméga T plus phi I plus pi sur 2. Par identification, je vais avoir UM qui est égal à L oméga IM soit en valeur efficace en divisant par racine de 2 les deux membres de cette équation, U efficace est égal à L oméga I efficace. Et puis pour les phases, je vais avoir phi U qui est égal à phi I plus pi sur 2, donc delta phi qui est égal à phi U moins phi I est égal à plus pi sur 2. Donc la tension est en avance de phase par rapport au courant de plus pi sur 2, ou bien le courant est en retard de
phase par rapport à la tension de moins pi sur 2. En notation complexe, qu'est-ce que je vais avoir? En notation complexe, j'ai la relation qui relie la tension au courant, c'est U de T égale à L dI sur dt. Je vais faire la même chose pour la notation complexe. Donc U bar de T égale L d de I bar de T sur dt. Dans l'expression de U bar, je vais garder l'exponentielle j oméga t parce que là aussi j'ai une dérivation. Donc on va avoir L d de I bar sur dt, c'est égal à I. Lorsque je dérive, ça va me donner j oméga t, j oméga, pardon, et puis im exponentielle j oméga t plus phi i. Qui n'est rien d'autre que j L oméga, et im exponentielle j oméga t, c'est I bar. I bar de t. J'ai donc U bar de t qui est égal à j L oméga I bar de t. Si j'enlève l'exponentielle j oméga t, ça me permettra aussi d'écrire que ceci c'est aussi équivalent à écrire que U bar au bord de la bobine est égal à JL oméga I bar, que je note aussi un nombre complexe Z bar L multiplié par I bar. Là encore, vous voyez que je trouve une relation entre la tension complexe U bar et le courant complexe I bar qui est analogue à la loi d'Ohm. U bar est égal à Z bar L multiplié par I bar avec Z bar L qui est égal à JL oméga, c'est l'impédance complexe, c'est l'impédance complexe de la bobine, qui dépend bien sûr de l'inductance L de la bobine, mais aussi de la fréquence, bien de la pulsation oméga du signal alternatif sinusoïdal. En résumé, pour la bobine, en courant continu, elle se comporte comme un circuit, comme un court-circuit, donc comme un fil, alors qu'en courant alternatif, il y a une différence de potentiel à ces bornes qui est donnée par la loi de Faraday, et en notation complexe, j'ai une relation analogue à la loi d'Ohm qui est égale à U bar égale à Z bar I bar, avec Z bar c'est l'impédance complexe de la bobine, équivaut J L oméga. Petite remarque, la dernière remarque, c'est qu'une bobine réelle est équivalente, une bobine réelle, c'est-à-dire dont la résistance n'est pas nulle, mais qui est faible quand même, une bobine réelle, est équivalente à une bobine idéale, équivalente à une bobine
idéal en série avec une résistance R. Avec une résistance R qui est une résistance très faible et qui vaut 0 dans le cas idéal. Bien. Alors, comment vont se comporter les associations de ce genre d'éléments passifs? Eh bien, puisque ces éléments passifs obéissent tous à une loi qui est analogue à la loi d'Ohm, que je vais résumer ici, pour la résistance G, la tension au bord de la résistance UR est égale à Z bar R, l'impédance de la résistance multipliée par I qui circule dans R, qui est aussi égal à R, Z bar IR. Dans le cas d'un condensateur, j'ai la tension au bord du condensateur U bar C égale à Z bar C multiplié par le courant I bar C, qui est égal à 1 sur JC oméga I bar C, ou bien moins J sur C oméga I bar C. Et pour la bobine, j'ai U bar L égale à Z bar L multiplié par I bar L, qui est égal à JL oméga I bar L. C'est comme ça qu'on peut étudier les éléments passifs en courant alternatif comme exactement comme ce que nous avons vu en courant continu, parce que j'ai des relations, mais à condition de travailler en notation complexe, parce que j'ai des relations qui sont analogues à la loi d'Ohm. J'ai toujours la tension en notation complexe qui est proportionnelle, qui est égale à un nombre complexe multiplié par le courant en notation complexe. Ça veut dire que toutes les relations que j'avais établies pour les résistances en courant continu, eh bien, on va les retrouver en courant alternatif sinusoïdal en notation complexe. Et les mêmes lois, les lois de Kirchhoff, les mêmes théorèmes que nous avons vus en courant continu, nous allons les retrouver aussi en courant alternatif sinusoïdal. C'est pourquoi je vous invite, et j'insiste sur ceci, à revoir le cours d'électrocinétique d'électricité 1, parce que tout ce que vous avez vu en courant alternatif, on va l'utiliser de la même manière en courant continu, on va l'utiliser de la même manière en courant alternatif sinusoïdal. En particulier pour les associations de résistance, association d'impédance, on montre que comme pour la résistance, que si on a une association en série, ça veut dire que vous avez une association en série si toutes les impédances sont branchées en série, c'est-à-dire sont parcourues par le même
courant. Si entre A et B, j'ai plusieurs impédances qui sont associées en série, Z bar 1, Z bar 2, jusqu'à Z bar N. Alors ceci sera équivalent à une seule impédance équivalente Z bar, branchée entre les points A et B, tel que Z bar est égal à la somme des impédances Z bar 1 plus Z bar 2 et ainsi de suite jusqu'à Z bar N, qu'on peut écrire aussi sigma depuis petit I égale à 1 jusqu'à N de Z bar indice petit i. La démonstration, elle est exactement la même que celle que vous avez vue pour les résistances. Donc il suffit de revenir, il suffit d'écrire que la différence de potentiel VA moins VB c'est égal à la somme des différences de potentiel aux bornes de chaque impédance et vous allez trouver ce résultat très facilement. Pour l'association en parallèle, c'est aussi pareil. Association en parallèle. Je ne vais pas reprendre la démonstration. Les impédances sont en parallèle s'ils ont la même différence de potentiel à leur borne. Si vous avez par exemple entre A et B, plusieurs impédances qui sont associées en parallèle, Z bar 1, Z bar 2, Z bar I jusqu'à Z bar N, eh bien tout ceci est équivalent à une seule impédance équivalente Z bar telle que Z bar plus que 1 sur Z bar égale à la somme des inverses des impédances 1 sur Z bar I. La démonstration de ceci, c'est la même que pour les résistances. Il suffit de prendre que VA moins VB est la même différence de potentiel aux bornes de chacune des impédances et que la somme des courants, le courant qui I1 il sera égal à VA moins VB sur Z bar 1, I2, et que le courant total, c'est la somme des courants, et vous allez trouver ce résultat très simplement, exactement de la même manière que pour les résistances. On ne va pas perdre le temps à reprendre ce que vous avez déjà vu en électrocélétique. Alors, 1 sur Z bar, on l'appelle I bar. I bar qui est égal à 1 sur Z bar. On l'appelle l'admittance de l'élément, est appelé admittance. Donc l'inverse de l'impédance s'appelle l'admittance. Et ceci, ça va me permettre de dire que si vous avez une association en parallèle, vous allez avoir Y bar est égal à la somme sur I. L'admittance équivalente, c'est la somme des admittances individuelles de chacun des éléments.
On peut utiliser soit l'admittance, soit l'impédance suivant les cas. En général, lorsqu'on a une association en série, on travaille avec les impédances. Lorsqu'on a une association en parallèle, on travaille avec les admittances parce qu'on a juste une somme, en sachant que l'admittance, c'est l'inverse de l'impédance et l'impédance, c'est l'inverse de l'admittance. Bien, on arrête là pour aujourd'hui et on va continuer la prochaine fois, Inch'Allah, par l'étude des réseaux électriques en courant alternatif sinusoïdal. Et là encore, je vous demande de revoir les vidéos de l'électrocinétique, les réseaux électriques en courant continu, parce que c'est exactement la même chose que ce que nous allons voir. Lorsqu'on va travailler en notation complexe, ce sera exactement pareil que ce que vous avez déjà vu en courant continu. À la prochaine séance, Inch'Allah.